Pouvoir continuer notre épisode sur les jeux dans l'espace, parce que c'est quand même absolument incroyable quand on y pense. Ça paraît pas quand on y joue, mais il y a tellement à dire en vrai. Oui. Oui, en fait, le pire, c'est que t'as qu'une demi-heure pour pouvoir parler, en fait, d'un milliard de jeux. Mais, de l'autre côté, en fait, on se retrouve avec tellement de jeux à parler, tellement de genres aussi, parce que l'espace, en fait, est traité de manière très différente. Puisque, en plus, ensemble, on a traité on a parlé des gros jeux comme No Man's Sky, Star Citizen, Elite Dangerous, les MMO en plus, où on est plein, mais par exemple, l'espace, on l'utilise aussi pour quelque chose de beaucoup plus claustrophobique, en fait. Enfin, je pense notamment à l'un des jeux qui nous a forcément touché si jamais on n'était pas loin en 2008. C'est Dead Space. Je sais pas si toi tu y as joué, Stéphane. J'y ai pas joué, mais j'ai vu beaucoup de let's play parce que j'étais pas très grand en 2008, mais oui, j'ai vu beaucoup de let's play. C'est vrai que c'est un truc de fou. D'ailleurs, il y a un jeu il y a quelques années qui en a sorti qui était basé sur Dead Space aussi, Callisto Protocol. Oui, exact, qui prenait vraiment les codes de ce genre de survie dans l'espace. Où en plus on est sur une horreur quasiment de l'horreur cosmique. Il y a pas grand chose de différence là-dedans. Dans Dead Space, autant tu vas tomber sur une espèce d'artefact qui va plus ou moins transformer les gens. C'est beaucoup plus complexe que ça, et en plus de ça, il y a vraiment toute une mécanique sur la transformation parce que c'est des membres notamment qui poussent, et donc du coup t'as une espèce de pistolet à laser mais qui sert pas normalement d'arme, mais tu vas quand même t'en servir pour démembrer en fait les monstres qui peuvent sortir en plus des conduits d'aération, etc. Enfin, c'est avec une histoire qui est hyper sombre, alors que de l'autre côté, Callisto Protocol, tu commences, je crois que t'es déjà prisonnier. Ouais, c'est ça, on est dans une prison, mais en fait on est enfermé, mais en fait on est dans l'espace, donc isolé en plus. C'est vraiment un truc de fou. C'est la claustrophobie entre gros guillemets inversée. T'es dans l'infini de l'espace, mais en même temps t'es enfermé dans une prison, quoi. Et ce qui est très particulier, c'est que Dead Space a tellement marqué. Il y a eu d'autres jeux évidemment qui sont sortis depuis dans l'espace, etc. Mais dans ce sous-genre-là quasiment, le côté vraiment survival horror, troisième personne, etc. Mine de rien, ça c'est 2022. Donc en gros, il leur a fallu quand même attendre pas mal de temps avant d'avoir une vraie relève dans l'idée, parce que le reste du temps, on a des jeux qui se passent sur des stations pétrolières, on a des jeux qui se passent sur plein de trucs, mais là pour le coup, dans une station spatiale comme ça, très sombre, très gore aussi, parce que c'est là pour le coup, c'est un joli 18+, qu'on va retrouver sur ces jeux-là quand même. Je suis pas trop pressé de voir ce que ça va donner si on a une vraie adaptation Dead Space au cinéma, par exemple. Ça risque quand même d'être très chaud visuellement. Et après, c'est vrai que pour le coup, ça changerait de certains films d'horreur qu'il y a maintenant. Ça serait très très psychologique et en même temps visuel. Oui, parce qu'en plus il y a des hallucinations, parce que l'artefact ne se contentera jamais de simplement transformer les personnes. Ça, d'abord, ça passe par des visions, ça passe par, ça fait un peu. On n'est pas sur du Event Horizon en termes de film, parce qu'en termes d'esthétique, on est sur quelque chose de très différent. Mais c'est vrai que Event Horizon, par exemple, pour les gens qui en ont entendu parler en termes de cinéma d'horreur, science-fiction, ça fait partie de cette ambiance un peu où, dans ce film, en fait, on a un vaisseau qui voyage au travers des dimensions et qui se retrouve plus ou moins dans une dimension infernale. Et donc, on a un équipage qui arrive dans le Event Horizon et effectivement, le vaisseau a subi les séquelles, on va dire, de son voyage. Et ça va pas tarder à affecter l'équipage. Quelque chose qui est très Warhammer 40 000 en termes d'ambiance, dans l'idée de passer dans une autre dimension pour voyager plus vite. Mais c'est vrai que dans l'ambiance justement film et adaptation, on a un jeu que tu veux absolument me faire jouer, Stéphane, c'est le fameux Alien Isolation. Ah oui, forcément, c'est
le basique, parce que dû au film Alien, forcément, un peu tout le monde connaît, mais en même temps, le jeu est tellement iconique parce que même à l'heure actuelle, des gens qui découvrent le jeu se disent mais c'est un jeu de fou, tellement il est oppressant, et puis l'IA hyper intelligente qui a été faite que les gens n'imaginaient pas. En fait, il est déjà à la base très terrifiant, Alien, mais en plus le fait que chacun a ses mimiques, et en fait il s'habitue aux mimiques de chaque joueur pour aller le chercher, et en fait tu peux pas rester dans ta zone de confort, c'est ce qui est encore plus horrible dans le jeu. Toi, t'avais justement eu cette expérience-là en termes de où tu expérimentes cette adaptabilité-là. Est-ce que toi, t'avais vécu un moment comme ça? Ouais, parce que comme tu disais, par exemple, avec le fait de se cacher dans le casier et tout, je suis très passif à la base en jeu, et puis en fait, je suis pas très film de jeux d'horreur et films d'horreur, et en fait, quand je jouais, j'avais par habitude, dès le début du jeu, de me cacher dès que je pouvais, et le problème, c'est que, au bout de 4-5 heures, quand t'as vraiment le lien qui te cherche, toutes les demi-heures, en fait, le problème, c'est que il te cherche là où tu te cachais à la base, donc je me suis fait avoir un bon nombre de fois, et même je pense que si je me rappelle bien, c'est pour ça que j'avais arrêté, c'est parce que j'étais bloqué, parce que j'étais un peu plus jeune, et en fait j'arrivais pas à changer mon gameplay pour arriver à passer certaines phases. Il y a une question un peu candide de ma part, parce que on est à la première personne, on joue en plus Amanda Ripley, donc c'est la fille de Ellen Ripley qu'on suit dans la saga de Ridley Scott de 79. Ma question candide, c'est que on est dans un vaisseau, il y a un alien, mais pas que, parce qu'en plus on a les fameux androïdes légèrement détraqués, et en plus on a des humains qui vont avoir des objectifs divers. Mais toi, de métier, t'es artiste 3D. Est-ce qu'à un moment donné, le fait d'être artiste 3D, même si on est dans un environnement réaliste, même si on est dans un environnement qui se rapproche quand même beaucoup des films, est-ce que de temps en temps ça te permet de prendre de la distance par rapport à ce que tu vois, en mode « Waouh, c'est bien fait, oh la texture, etc. » Ou est-ce que quand tu joues à un jeu comme Alien Isolation, c'est mort, tu pourras pas en fait utiliser ce rapport professionnel au jeu? Alors je connaissais pas autant la 3D quand je l'ai fait, mais c'est vrai que oui, c'est l'immersion dans l'ambiance, mais c'est pas forcément quelque chose en particulier qui te fait réagir, quoi. c'est ça, c'est les souvenirs du jeu et de l'ambiance du jeu, plus que les modélisations ou quelque chose de particulier. En plus, il joue pas fair play, c'est-à-dire que non seulement l'alien potentiellement peut vous feinter, mais vous allez l'entendre, vous allez voir sa bave couler des conduits potentiellement, sauf que c'est pas forcément par là qu'il va sortir. Donc il y a vraiment cette espèce de truc où sur Internet notamment on voit beaucoup de clips de gens qui essayent de partir, donc ouvrent une porte et en fait il est évidemment juste derrière. Donc ça fait vraiment le le truc pas de bol. J'avoue que je suis alors à la fois un peu pressé d'y jouer et en même temps pas du tout, et je pense que les gens qui sont pas super fans des films d'horreur peuvent comprendre. Oui, je pense. Hein, on est d'accord, hein, Oui. Disons que on est plus tranquille quand on est dans un jeu déjà où il y a plus d'éclairage, où il n'y a pas d'ennemis, hein, peut-être, et puis où on peut prendre son temps. Parce que c'est vrai qu'on a parlé du côté claustrophobique, mais potentiellement il y a aussi l'idée de simplement l'espace, c'est un vaisseau peut-être qui va quelque part. Je pense notamment tout ce qui permet de considérer l'espace comme un terrain de jeu, comme Kerbal Space Program par exemple, ou Astroneer, ou des jeux comme ça, où en fait tu construis ta navette, d'accord ? Tu poses tes réacteurs, tu penses fuselage, tu penses poussée, tu penses aérodynamisme, mais c'est tout. Gravité évidemment. Et il y a un côté peut-être un peu plus relaxant, et encore que. D'ailleurs, je sais pas si t'avais testé ce genre de jeu, mais Kerbal Space Program, les derniers que j'ai vus le streamer, donc en direct, c'est l'agence spatiale française. Et j'adore l'idée. Je sais pas si toi t'es vraiment sur cette idée de simulation dans l'espace. Outre les jeux où on a commencé à jouer ensemble, en fait, avant je m'intéresse pas trop. Kerbal Space, j'en avais entendu parler parce que forcément, il y a autant par les vidéos de youtubeurs, des trucs comme ça, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, où c'est les idiots à essayer de faire voler des trucs totalement incohérents. Mais moi-même, non, j'ai jamais touché. Je sais que j'ai Astroneer, mais j'y ai encore jamais joué. Mais je pense que j'y jouerai avec un groupe de potes parce que c'est beaucoup plus bac à sable, c'est plus sympa. Oui, c'est ça, c'est vraiment le principe de simplement se balader. D'ailleurs, en plus, comment dire, d'explorer, il y a un côté, bon,
un peu colonisateur, c'est-à-dire que à chaque fois tu te balades dans un endroit sur lequel tu peux t'installer. Ça, on en avait parlé pour No Man's Sky, mais c'est vrai qu'Astronia, il y a un côté vraiment construction de base. Voilà, on va juste se développer, on va avoir nos modules, etc. Il y a un côté très, il y a un jeu qui s'appelle Satisfactory par exemple, où tu te contentes simplement d'industrialiser la planète. Alors d'un côté philosophique, ça peut poser problème vis-à-vis de l'écologie, tout ça, on est bien d'accord. Mais de l'autre côté, il y a un côté dans la recherche de la satisfaction des systèmes automatisés. Je sais qu'il y a toute une partie de personnes qui aiment ça, le côté optimisation. Tout est sur un tapis roulant. Tu crées tes choses et des fois, en fait, tu restes pendant 10 minutes devant juste ton tapis avec tes ressources qui se baladent parce que t'as tout automatisé, t'as plus rien à faire. Enfin, plus rien, t'as toujours quelque chose à faire. Mais c'est juste de l'amélioration et en fait, c'est comme le dit le titre, hein, foncièrement, c'est satisfactory, c'est de la satisfaction, c'est le plaisir de voir ce que t'as créé pendant des heures. Bah, au final, travailler tout seul. Il y a un côté très Lego, en fait, dans le principe, je trouve. Très, on va construire notre truc. C'est juste que c'est un peu les Lego techniques. C'est ceux qui ont les moteurs automatisés, etc. Quoi. Il y a besoin qu'à un moment donné, ça bouge tout seul. Il y a besoin que, en plus, pour peu qu'il y ait des reliefs, faut que le tapis roulant il parte derrière la montagne, etc. Et ça c'est assez drôle en vrai à voir à chaque fois, je trouve. C'est toujours très coloré, c'est toujours. Et c'est vrai que la partie multijoueur, elle est assez intéressante. Alors que il y a un côté aussi un peu plus centré sur le personnage et centré vraiment sur le côté des choix, l'optimisation des choix, quand on met notamment le narratif en question. Je sais pas si toi t'as pu tester notamment des jeux comme FTL, Faster Than Light. J'ai beaucoup joué. C'est un jeu arcade mais trop bien. Tu dois gérer en fonction de ton équipage constamment, donc en fonction de la race que peuvent être ton équipage, parce que forcément t'as les humains, mais t'as aussi tout ce qui est alors je me rappelle plus de leur nom, mais c'est les personnages rocheux, t'as les mantis, c'est gérer en fonction de ton équipage, ce que tu peux faire dans ton vaisseau, et les ennemis du coup que tu vas rencontrer. Et en plus, il y a un côté mort permanente du roguelike où on va essayer de construire notre vaisseau, on va essayer de l'aménager, on va essayer de recruter notre équipage. On voit notre vaisseau sur une espèce de coupe horizontale, donc du coup on voit les pièces en feu, on voit l'équipage qui s'affaire, on a des choix à faire, comme par exemple de temps en temps il faut congédier un membre d'équipage pour pouvoir en récupérer un autre. Donc il y a un truc qui est assez rigolo, puis en plus avec une histoire à découvrir au fur et à mesure, puisque vu que le principe du jeu va vous inviter à échouer pour redémarrer, potentiellement vous allez explorer d'autres pans de l'histoire, et c'est là où vous pourriez vous retrouver avec une meilleure compréhension aussi de l'univers et de ses habitants. C'est un truc qui marche plutôt bien, même encore aujourd'hui, hein, alors que le jeu est sorti en 2012. Aujourd'hui, on est vraiment, mine de rien, 14 ans plus tard, et le jeu est encore joué. C'est le cas aussi pour Alien Isolation, qui est sorti en 2014, mine de rien. Et c'est des jeux qui ont du mal à vieillir, finalement. Moi, de mon côté, j'avais testé un jeu qui s'appelle Out There, que j'ai en version mobile d'ailleurs. C'est l'un des rares jeux que j'ai en version mobile, où en gros, c'est un jeu de Miklo Studio, qui a été notamment conçu par Fibre Tigre, qu'on avait interviewé sur Radio Clapas par plusieurs fois, parce que son rapport au jeu de rôle, où vous avez un vaisseau, cette fois-ci c'est une coupe verticale, vous voyez les ressources qui sont dans les cases, un peu comme vous pourriez voir l'équipage de FTL, mais là il y a vraiment que les ressources, et tout ce que vous devez décider c'est les planètes sur lesquelles vous allez aller, et les systèmes où vous vous rendez. Et vous avez des espèces d'encarts qui vous racontent l'histoire de quand vous allez sur tel système, de quand vous allez sur telle planète, et vous avez juste des visuels. Et le principe, c'est qu'en fait, dès le départ, le jeu va vous donner un objectif qui se situe très loin dans les systèmes, plus loin dans la galaxie en tout cas. Mais par contre, de l'autre côté, vous allez aussi vous retrouver avec potentiellement plusieurs fins qui peuvent se débloquer selon là où vous allez, selon les vaisseaux que vous rencontrez, selon les missions que vous vous donnez à vous-même, parce que tu peux tomber sur un équipage où en fait le vaisseau est quasiment occupé entièrement par des personnes cryogénisées. Le problème, c'est que si tu prends le vaisseau, ça te donne un nouvel objectif, une nouvelle fin possible, mais par contre tu as quasiment pas d'espace pour pouvoir stocker tes ressources. Je sais pas si c'est un jeu auquel toi tu jouerais pour essayer de faire toutes les fins. Maintenant que t'as parlé, ouais, je trouve ça intéressant. Je le connaissais pas du tout.
Et l'exemple que tu viens de dire, je trouve ça trop bien le fait de pouvoir choper un autre vaisseau, mais du coup d'avoir les contraintes du fait que des gens cryogénisés. Bah, c'est intéressant parce qu'en plus, rien ne t'empêche, il y a rien dans le jeu qui t'empêche de récupérer le vaisseau et d'abandonner, entre guillemets, des ressources, donc des cases, et autant tu te retrouves à juste laisser les gens cryogénisés dans l'espace. Ce qui est terrible. Il passe du froid au froid. Oui, c'est ça. Pour eux, ça change rien. Alors, c'est terrible de penser ça. Mais c'est vrai que oui, on a un peu ce cas-là de découverte où l'idée c'est de jouer à un jeu auquel personne n'a joué ou potentiellement personne dans cette façon-là. C'est le cas aussi sur des jeux où la narration est très forte. Il y a un jeu dont on parlera pas vraiment dans cette émission, c'est Outer Wilds, où en fait il faut vraiment que je le fasse. On est vraiment sur un jeu dans l'espace. Tout ce que je sais, c'est que il y a éventuellement peut-être une mécanique sur une boucle temporelle, mais je veux rien savoir de plus. Voilà, je crois que toi tu l'as fait, Tenchi. Ouais, je l'ai vu plusieurs fois. C'est l'OVNI qui est sorti du lot. Et est-ce qu'il est aussi particulier que ça par rapport à tous les jeux auxquels t'as pu jouer? Alors moi, à jouer, je l'ai moins apprécié qu'à regarder, mais à regarder, c'est vrai que je l'ai trouvé monstrueux dans le sens où il était développé à d'une capacité vraiment très grosse, où en fait tu peux te balader, rien comprendre, et tout comprendre d'un seul moment. C'est trop beau. Ah oui, ok, donc il y a vraiment ce truc-là de révélation ah mais c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça, un truc que t'as découvert 10 heures avant, bah tu vas le comprendre 10 heures plus tard. Et c'est ça ça fait des chocs mentaux dans le jeu. C'est un système très spécial, mais qui fonctionne sur beaucoup de monde. Mais c'est vrai que dans la narration, moi c'est un truc que je trouve est hyper prenante. Je sais pas si toi tu as fait beaucoup de jeux de gestion, mais c'est vrai que les jeux de gestion dans l'espace ont une narration qui est hyper forte, contrairement à Civilisation où potentiellement on peut laisser le joueur juste avancer, ou un anneau par exemple où la narration va juste servir de toile de fond. Quand on joue par exemple à Endless Space 2, la narration elle va vraiment faire évoluer votre personnage, votre civilisation, votre faction, interagir avec les autres en plus. Quand vous jouez en multijoueur par exemple, votre leader va avoir son propre impact, son propre chemin. Et j'avoue que ce soit Sins of Solar Empire ou Homeworld, parce que mine de rien Homeworld c'est 1999, où vous contrôlez un vaisseau mère et sa flotte qui explore l'espace. C'est vrai que c'est des jeux où la narration en fait elle est centrale et la mécanique de gestion presque s'ajoute à ça. Je sais pas si toi t'es d'accord avec ça, avec cette analyse, Stéphane. Il y a un des exemples que t'as dit justement, Anno, où t'as dit que l'histoire en fait elle est, ça suit un peu, mais ça fait pas spécialement évoluer. Moi, alors, des jeux de gestion dans l'espace, j'en ai jamais fait. J'ai fait du Civilisation, mais bon, c'est spécial. Disons que les parties de 8 heures, c'est pas apprécié par tout le monde. Après, sinon j'ai fait de la micro-gestion à la Novcad, du coup, en multijoueur. Mais dans l'espace, j'en ai fait aucun. Alors j'ai déjà entendu parler d'Endless Space 2, mais c'est tout, avec des visuels magnifiques. Par contre, ça m'a toujours choqué. Oui, là, sur ces jeux de gestion-là, vraiment, c'est fait par des amoureux et des amoureuses de l'espace, 100%. On a des représentations qui sont absolument incroyables et c'est vraiment une invitation à plonger dedans, parce que dans la logique de gestion, il y a de gérer les systèmes, de gérer potentiellement les populations par planète, de prendre des décisions, d'avoir des élections sur des partis politiques qui pourront donner des bonus passifs. Donc il y a vraiment cette idée vraiment de s'étendre, mais aussi d'explorer. Alors ça, on l'a aussi dans un Civilisation, sauf que potentiellement un Sins of Solar Empire, il y a vraiment cette idée de s'étendre de manière avec des technologies qui sont assez particulières, ou dans Homeworld où là le principe même c'est de partir à l'exploration. C'est un truc qu'on retrouve sur une série que je considère comme étant un ogre magnifique, qui est aussi sorti en 99 comme Homeworld. C'est la série des X, puisqu'on a commencé avec Beyond the Frontier, et où maintenant on est sur X4, avec une extension qui est sortie en 2025, X4 Fondation, où on est vraiment sur un truc gigantesque,
on va se retrouver avec la possibilité d'avoir son propre vaisseau, d'avoir sa propre flotte, de pouvoir la gérer, d'avoir ses propres stations. Avec la dernière extension Envoy, il y a toute une partie sur la diplomatie et l'espionnage, où vous allez avoir votre propre réseau d'espions, sauf qu'en fait, vous gérez aussi vos routes commerciales. Enfin, le truc est gigantesque. Je sais pas si toi qui as déjà testé du coup, tu joues No Man's Sky, tu connais Star Citizen, tu joues à Elite Dangerous. Est-ce que c'est des jeux qui, à un moment donné, te font peur parfois par le contenu? Un peu par le fait de devoir découvrir tout ce contenu. Là, X4, quand je vois que ça mélange un peu du Endless Space au niveau gestion, parce que tu peux avoir des moments de gestion massive, ça mélange aussi, comme du Elite, où t'es juste dans ton vaisseau, tu te balades, mais t'as aussi des mouvements dans ton vaisseau, donc tu peux avoir des pièces, je suppose du housing un peu dans ton vaisseau. Ça montre qu'il y a énormément de choses, et du coup ça c'est encore sans découvrir potentiellement l'histoire qu'il y a derrière. Ça fait un peu peur à découvrir, mais bon, au vu du nombre d'heures que j'ai balancé, par exemple dans Elite, quand je l'ai découvert, je me dis c'est surtout le moment chronophage où si je le commence, quand est-ce que je vais m'arrêter? Ah bah là, c'est clair que on a un site qui s'appelle How Long to Beat, BEAT. Le principe étant de savoir quelle est la longueur raisonnable du jeu en mode histoire, c'est-à-dire vous prenez un jeu, Zelda Ocarina of Time, vous allez sur How Long to Beat et ça va vous donner un score moyen pour pouvoir finir le jeu, c'est-à-dire on va vous dire c'est à peu près 5 heures, c'est à peu près 7h30 si vous faites toutes les quêtes, donc ça vous donne vraiment les trucs. Là par exemple, si jamais vous voulez faire l'histoire principale, on vous recommande à peu près 66 heures de jeu pour X4 Fondation. Si vous le faites avec les extensions, puisque chaque extension explore notamment le point de vue d'une autre faction que celle principale, vous en avez pour 341 heures, voilà. Et si jamais vous voulez vraiment faire la totale et explorer tout ce que le jeu a à vous proposer, on est sur la bagatelle estimée de 1434 heures. Ça va. Une petite douzaine d'heures. Ça fait limite encore plus peur quand on sait ça. Moi ce que j'aime bien, c'est l'idée que on a un jeu où potentiellement le taux moyen, toute plateforme confondue, parce qu'en plus c'est les communautés qui renseignent ça, c'est-à-dire c'est même pas le développeur lui-même, c'est de dire bon, on va pas se mentir, le jeu en moyenne, il faut compter 172 heures. C'est ça la moyenne annoncée pour X4 Fondation. Tellement il y a cette idée de oui, mais il y a les systèmes à explorer, puis en fait il y a les factions à rencontrer, puis ensuite il y a tout le système de commerce, il y a notamment toute la partie politique, et il y a l'histoire, enfin les histoires par faction, par personnage potentiellement. Vous pouvez descendre de votre vaisseau, explorer vous-même les stations. Donc oui, effectivement, je peux comprendre que le jeu intimide et qu'on ait besoin peut-être d'aller sur un jeu dans l'espace, mais qui vous demande pas, ça fait un peu l'impression de il faut que je crée ma propre navette spatiale pour y aller là, parce que ça m'a l'air aussi compliqué finalement. C'est comme tu disais, du coup c'est bien un ogre, tu l'as en face de toi, t'as peur. Oui, il y a un peu de ça. Après le jeu se laisse petit à petit apprivoiser, mais il faut se laisser apprivoiser aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de ok, j'ai un jeu, potentiellement je vais jouer qu'à ça. D'accord, je respire, je suis pas obligé de tout faire, je suis pas obligé de m'intéresser à tout en même temps, autant c'est une façon systématique de redécouvrir le jeu. Donc je peux rentrer dans l'univers par l'histoire par exemple, et à un moment donné, quand j'en aurai envie, j'essaierai de construire ma propre station spatiale peut-être, d'influencer l'univers, sa politique, et puis potentiellement finalement le devenir de ces factions. Je pense qu'on n'aura pas le temps de parler d'un autre ogre de la science-fiction, j'ai nommé le bon vieux Mass Effect. En tout cas, je pense qu'on aura l'occasion peut-être à un moment donné de faire un épisode spécial. Je pense que je vais m'attaquer là-dessus, sur Mass Effect à un moment donné, pour pouvoir faire la trilogie, au moins la trilogie, et pour pouvoir se préparer à l'arrivée de The Expanse, qui va avoir son jeu vraiment à part, dans l'ambiance troisième personne, quasiment thriller politique, mais en même temps science-fiction vraiment forte. J'attends de pouvoir me régaler devant et passer des heures. À mon avis, le jeu, on va l'attendre de pied ferme.
Je me suis déjà fait vampiriser et ça continuera. En tout cas, merci beaucoup Stéphane pour en plus avoir parlé de jeux de science-fiction où j'avoue que je serais peut-être passé à côté sur cette liste parce que la liste est gigantesque et encore ça se trouve on en a oublié. Hein. Il y a très très forte chance qu'on ait oublié des jeux majeurs encore. Mais en tout cas, merci. Et puis j'espère qu'on on sera ensemble pour discuter de Mass Effect une fois qu'on en aura fait un peu le tour. Avec plaisir. Et j'espère aussi parce que je dois aussi découvrir de mon côté Mass Effect. Ouais. Eh bien, à la prochaine. Et puis, bon jeu, évidemment, pour les gens à qui ça a donné envie de découvrir l'espace d'une autre façon. Au revoir.